Bien, bonjour à tous. Yves Cusno, et donc je vais faire l'introduction aujourd'hui de j'espère, sur la problématique en fait du clinicien. Et je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en fait pour souligner cette problématique et les questions finalement qui peuvent être résolues ou devraient être résolues par la recherche à différents niveaux, donc en amont, qu'elle soit épidémiologique ou scientifique. Et ma présentation, il faudrait l'afficher. Parfait. Donc, je commencerai par vous dire de quoi parlons-nous. En fait, nous parlons d'une maladie qui est fréquente avec l'âge, qui est le cancer de la prostate, mais qui s'inscrit en fait avec d'autres pathologies, dont une encore plus fréquente qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate, et puis potentiellement des inflammations. Ces pathologies, en fait, qui augmentent avec l'âge, elles sont bien sûr intriquées, existent souvent en fait chez les mêmes patients. Et on a un marqueur dont on parlera et qui est au centre en fait de la problématique, qui est ce marqueur, le PSA, qui est un marqueur physiologique qui sert à liquéfier le sperme et qui s'élève dans toutes les conditions pathologiques de la prostate. Alors c'est un bon marqueur de conditions pathologiques dans le sens où s'il est en effet faible, comme vous voyez en dessous de 2, il a une forte valeur prédictive négative d'absence de pathologie, sauf pour quelques cancers qui peuvent passer à travers cette maille, dont la majorité, en fait, comme on verra dans la journée, sont masqués parce que c'est la sécrétion du PSA qui est elle-même masquée par des facteurs hormonaux intrinsèques ou médicamenteux, par exemple. Et puis, si le PSA s'élève, sa valeur prédictive positive n'est pas très forte pour le cancer de la prostate. Elle est meilleure, en fait, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'où cette ambiguïté qui existe sur l'utilisation de ce marqueur. Alors, on parle aujourd'hui des adénocarcinomes de la prostate qui représentent plus de 95% des cancers de la prostate qui sont dérivés à partir de structures glandulaires. Et ces structures glandulaires, comme vous le voyez, lorsqu'elles sont diagnostiquées au microscope, puisqu'on parle de diagnostic cancer de la prostate uniquement si on a cette preuve histologique, on a une gradation qui peut être faite avec le score de Gleason, comme vous le voyez, est un peu plus simple à retenir avec le score ISUP de la Société internationale d'uropathologie en 1, 2, 3, 4, 5. Les formes 1 sont à faible risque évolutif, les 5 à fort risque évolutif. Les 1 sont même aujourd'hui discutés dans certains cas pour savoir si ce sont vraiment des cancers ou pas des cancers, tellement leur évolutivité est peut-être faible. Comment est-ce qu'on qualifie le cancer de la prostate lorsqu'il est diagnostiqué? On a des formes localisées. Donc il y a des formes microscopiques qui sont ni visibles ni palpables, qui n'élèvent pas le PSA, qu'on découvre par hasard, qui sont en fait incidentales, quand on traite par exemple une hypertrophie bénigne de la prostate. Celles-là, elles nous intéressent peu, en effet. Celles qui nous intéressent, ce sont celles, en fait, comme vous le voyez, où le dépistage s'applique, c'est-à-dire une période où le cancer de la prostate ne donne aucun symptôme. Il peut élever le PSA, il est souvent visible ou palpable, mais il reste localisé au sein de la prostate et donc curable. Les stades ultérieurs avancés, la maladie, le cancer, sort de la prostate, soit localement en donnant des symptômes, soit dans des symptômes en rapport avec des métastases. À ce moment, on bascule dans une maladie qui n'est plus considérée comme vraiment curable, mais qui peut être transformée avec les nouveaux traitements en une maladie chronique sur, évidemment, plusieurs années, voire décennies. Alors, quelle est la prise en charge aujourd'hui de ces cancers localisés susceptibles d'être dépistés? Vous voyez qu'en fonction du risque évolutif, dont une partie est en effet définie par le score histologique, et pour que ce soit un cancer localisé, soit chez les patients les plus âgés, il y a une surveillance jusqu'à l'apparition de symptômes qui n'apparaîtront peut-être jamais, soit pour des patients susceptibles d'être traités, on peut les surveiller jusqu'à la progression qui se fait finalement pour un relativement petit nombre pour les faibles risques évolutifs, dans ce qu'on appelle la fenêtre de curabilité, c'est-à-dire
le traiter si jamais il progresse, alors qu'il reste localisé et qu'on peut donc guérir le patient. Et puis, l'alternative est bien sûr le traitement radical, de traiter toute la prostate par chirurgie, technique de radiothérapie, voire pour les hauts risques, qui est un petit peu en dehors là, du sujet, combiné avec des traitements médicamenteux, en particulier la prévention androgénique. Et puis, une petite alternative qui aujourd'hui vient s'intercaler, qui sont les traitements focaux, qui consistent finalement à traiter uniquement un foyer tumoral visible et à partir en surveillance active du reste de la prostate. Le terme aussi de super surveillance active pour ça. Alors, quand on parle du dépistage, il faut savoir aussi de quoi on parle. Et là, il y a une incompréhension en fait, qui existe du fait de ces différentes définitions. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage organisé, comme on l'a vu, pour le cancer de la prostate par le PSA. Il n'est pas généralisé non plus dans la population générale masculine. Et puis, il n'est pas non plus sélectif sur des facteurs de risque. Par contre, il y a une fenêtre, on viendra, qui est le diagnostic opportuniste, c'est-à-dire où le patient qui voit son médecin peut en effet discuter avec lui et bénéficier ou non d'un dosage du PSA. Alors cette ambiguïté, elle était importante parce qu'elle entraîne une hétérogénéité des pratiques, de l'absence de cadre, voire même une judiciarisation. Parce que beaucoup de médecins généralistes ont pris la recommandation d'utilisation du PSA, de la non-recommandation de dépistage en population générale, pour une recommandation de non-utilisation du PSA. Certains de ces médecins généralistes se sont retrouvés, si le patient avait un cancer de la prostate, accusés de ne pas avoir proposé le PSA, ils ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas proposé un dosage du PSA. Donc cette ambiguïté est très importante en fait dans les définitions et sources de problématiques. Alors que disons-nous? Que disent en fait les groupes professionnels? On vous l'a dit, la Haute Autorité de Santé en fait parle de dépistage et ne recommande pas le dépistage systématique. Donc, ne recommande pas le dépistage généralisé, organisé. Chez les hommes sans symptômes et chez les hommes à risque. En filigrane, elle met qu'il peut y avoir une proposition de dépistage opportuniste finalement chez les patients qui ont des symptômes ou qui le souhaitent. Là, il y a une certaine contradiction mathématique, comme vous le voyez, puisque si on considère que la valeur prédictive du PSA n'est pas suffisante pour un dépistage, elle l'est déjà plus chez les hommes à risque puisqu'on augmente la prévalence, c'est une simple formule mathématique à appliquer, et de dire qu'on peut le faire chez les hommes finalement, qui ont des symptômes, c'est aussi une contradiction relative, puisque mathématiquement, si les hommes ont des symptômes, c'est a priori majoritairement par l'hypertrophie bénigne-progressive, c'est-à-dire là où le PSA a sa moindre valeur prédictive positive pour le cancer. Alors, c'est pas que les autorités de santé ne savent pas compter, mais en fait, en ayant fait ce petit changement, en laissant l'ouverture au dépistage, il reporte la responsabilité, comme on l'a vu, en particulier judiciaire, sur le médecin qui va avoir finalement lui le choix de pratiquer ou non en fait ce dépistage. Alors les sociétés savantes comme l'Association française d'urologie éditent des recommandations qui donnent un cadre pour un dépistage opportuniste. Le dépistage opportuniste, comme vous le voyez, proposé chez les hommes potentiellement à partir de 50 ans jusqu'à 70-75 ans, s'il y a des facteurs de risque, en particulier génétiques, une fréquence adaptée, et derrière, depuis relativement peu de temps, une recommandation plutôt de faire de la surveillance active pour les patients diagnostiqués à un faible risque évolutif, mais en laissant, comme vous voyez, toutes les options quand même avec des évidences fortes. Comme on le verra tout à l'heure, ça peut être discutable pour ces formes-là. Alors, comment se passe le dépistage aujourd'hui opportuniste? Il faut en effet que ce soit un patient qui le demande ou ait des symptômes avec son médecin pour pouvoir déclencher le PSA avec, entre guillemets, un échange sur les avantages et inconvénients. Un dosage du PSA, s'il est trop élevé, il y a une recommandation aujourd'hui pour réaliser une IRM derrière, avant de réaliser des biopsies comme c'était fait auparavant. Si l'IRM est suspecte, en effet, on va réaliser des biopsies qui vont être aujourd'hui ciblées sur la lésion. Il reste des petits points d'ajustement qui sont discutés. Si l'IRM n'est pas suspect et qu'il y a des facteurs de risque comme un PSA élevé rapporté au volume de la prostate, qu'on appelle la densité du PSA, est-ce qu'il faut quand même faire des biopsies systématiques?
Est-ce que si on a une lésion de la prostate, on fait des biopsies sur la cible? Est-ce qu'il faut quand même faire des biopsies à côté en fait, de la cible dans le reste de la prostate? Ce sont des points qui restent encore discutés sur le plan clinique. Les recommandations du Lancet, pas pour le screening, mais pour le diagnostic en fait, précoce, comme vous le voyez, elles reprennent ces recommandations de l'Association française d'urologie. Donc, on a validé un certain nombre et elles laissent ouverte l'avenir, c'est-à-dire quelle est la place de l'IRM en première ligne en remplacement du PSA, ce qui reste aujourd'hui difficile, ne serait-ce que sur le plan socio-économique. La place de la génétique pour cibler les populations à risque et le renforcement en fait, de l'utilisation s'il y a du diagnostic précoce, de la surveillance active pour les femmes à faible risque. Ceci va bien sûr dans la suite des recommandations qui ont été faites de prise de conscience au niveau européen pour essayer de faire évoluer ces programmes et nous sommes tout à fait dans ce cadre. Alors par contre, qu'avons-nous fait sur, on va dire, les 20 dernières années maintenant depuis la non-recommandation? Bon, on voit que la France est là en tête de l'incidence du cancer de la prostate. Bon, c'est l'Irlande qui est en premier, avec une relativement faible mortalité, donc forte incidence, faible mortalité. En fait, comme vous l'avez compris, l'incidence, elle dépend avant tout de la pression diagnostique que l'on va mettre pour trouver un cancer. Si on regarde le ratio mortalité et le ratio incidence, vous voyez qu'on est les champions en Europe, et ça depuis 2003. C'est d'ailleurs assez amusant, puisque c'est à partir du moment où on a été mis la non-recommandation d'utilisation du dosage du PSA par les autorités de santé. C'est l'aspect un peu gaulois, en fait, français, de ne pas vouloir suivre les recommandations. Et on voit aussi que les pays latins sont assez proches, hein, l'Italie, l'Espagne, voilà, par rapport aux pays plus nordiques ou anglo-saxons. Alors, comment on utilise le PSA en France? On regarde les données du SNDS. Bon, on voit quand même qu'on l'utilise finalement assez mal. Le premier dosage du PSA que l'on retrouve chez les hommes, vous voyez que si 70% des hommes ont un dosage du PSA à 70 ans, ben, il y en a peu qui l'ont avant. C'est-à-dire que si on voulait vraiment être efficace et avoir un cadre, il faudrait être dans ce cadre rosé, c'est-à-dire quand même avoir le PSA plus tôt. Si on fait du dépistage opportuniste, autant bien le faire en utilisant les recommandations du dépistage opportuniste, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, même si vous le voyez, il y a un rajeunissement de l'utilisation du PSA qui est très net ces dernières années. Ce qui est suivi aussi par un rajeunissement du diagnostic. On ne rajeunit pas, entre guillemets, le cancer n'est pas de plus en plus détecté à cause de la maladie plus tôt, c'est simplement parce qu'on va le détecter plus tôt par l'utilisation du PSA plus tôt. Alors, ce qu'on fait de la surveillance active en France, vous voyez, quand on lit cancer diagnostiqué en France, en dessous de 65 ans, c'est 60% de cancers à faible risque évolutif qui seraient candidats à la surveillance active. Et puis, ça décroît avec l'âge, puisque chez les patients un peu plus âgés, il y a plus de hauts risques, tout simplement parce que ce sont des cancers qui ont évolué, qui n'ont pas été détectés avant. On plafonne quand même à 6-10% de surveillance active par rapport à ce vivier de 60%. Donc, ça reste encore aujourd'hui une prise en charge qui n'est pas optimale si on voulait suivre les recommandations. L'autre point, c'est que regardons-nous en fait? Alors, on ne parle pas forcément, on disait, de la même chose. Si on faisait des autopsies à tout le monde, l'incidence, la prévalence du cancer de la prostate, ce serait 50%, en fait, après 50 ans. Aujourd'hui, en population, avec le dépistage opportuniste, on est autour de 15%. Si on s'adressait à une population purement de risque, qui a des mutations BRCA2, on trouverait à peu près le double, 40%. Mais comme vous le voyez, dans cette population-ci, il y a environ 5% de formes à risque évolutif ou létal. Une population d'hommes à risque BRCA2, le risque, il est deux fois plus d'avoir un cancer de la prostate, mais il est 20 fois plus d'avoir un cancer létal. Et puis, bien sûr, si on ne fait pas de dépistage, on attend les symptômes et les métastases, on ne trouvera que des cancers avancés. Alors, qu'est-ce que l'on regarde dans nos chiffres? Bon,
en fait, finalement, on a 60 000 nouveaux cas, mais comme vous le voyez, depuis l'avènement du PSA, en fait, l'incidence, c'est l'incidence d'utilisation du PSA dans la population en général. Ce n'est pas vraiment l'incidence d'une maladie. On pourrait dire que si on regardait tous les cancers de la prostate, l'incidence, ce serait 50%, enfin, la prévalence, ce serait 50%. Et donc, il serait très intéressant d'avoir une codification qui, aujourd'hui, nous permette quand même, dans ces études épidémiologiques, de faire ressortir au moins les faibles risques, des risques intermédiaires et des hauts risques, ce qui n'est pas le cas, on a un amalgame. Et cet amalgame, en fait, on le retrouve aussi quand on regarde la survie standardisée. 93%, c'est merveilleux, mais un homme de 65 ans, à peu près l'âge où sont faits les diagnostics, entre 65, vous voyez, en population générale, sa survie, c'est 90 à 95%. C'est-à-dire pareil. Les décès, on a pas mal de décès, mais ça dépend aussi des comorbidités compétitives. Si on améliore, entre guillemets, la longévité des patients qui meurent moins d'autres pathologies, indirectement, on observe aussi une augmentation, évidemment, de la longévité des patients qui ont un cancer de la prostate qui n'en sont pas morts tout de suite. Donc, il y a toute une réflexion à faire, et je pense qu'on pourra peut-être le faire à travers ce pair sur ces indicateurs, en fait, épidémiologiques qui peuvent être optimisés. De la même manière, en fait, le changement un petit peu de revenir sur le dépistage est issu d'une remarque d'augmentation du cancer métastatique au diagnostic, en particulier aux États-Unis, puis la mode est venue en Europe. Là encore, c'est discutable. Soit un défaut diagnostique précoce, mais comme vous l'avez vu, on fait quand même pas mal d'utilisation du PSA. On détecte aussi peut-être mieux les métastases, qui est le cas grâce au progrès de l'imagerie, et puis la baisse de la mortalité compétitive aussi, qui peut laisser apparaître en fait des patients métastatiques. Donc ces chiffres, en fait, vous voyez, ils sont à discuter. Sur la prise en charge et l'évolutivité de la maladie, le professeur Frédéric vous parlait d'études Protec. Ce qui est intéressant, c'est en effet de regarder déjà cette première diapositive sur les études historiques randomisées, où vous voyez à 15 ans, en fait, pour les cancers localisés, il n'y a pas de mortalité, sauf pour environ 20%. Et donc on peut interpréter ça comme 80% potentiellement de surtraitement. Mais ce qui est le plus choquant quand on regarde ça, en fait, c'est l'absence de différence entre l'observation et le traitement. Ça veut dire qu'il y a quelques pourcents de patients, même pas, qui bénéficient en fait du traitement radical, quel qu'il soit, ici la chirurgie. Et ça pose une problématique. Ça veut dire que ces cancers qui évoluent, on n'a pas aujourd'hui forcément les bons traitements, probablement qui sont mal classés en fait au départ et qui sont déjà métastatiques. Alors, que savons-nous sur le cancer de la prostate? Donc, ce que l'on sait qui sera développé, c'est que l'âge varie, en particulier sur des facteurs génétiques, et puis la vitesse de progression, elle varie aussi. Et cette variabilité, elle est entre différents types de cancers. Il n'y a pas un type de cancer de la prostate. Mais aussi pour la même tumeur, il peut y avoir à l'intérieur de la tumeur différents, on va dire, clones évolutifs ou séquences en fait de maladies qui apparaissent. Alors les facteurs, ils sont aussi développés aujourd'hui. On sait qu'il y a des facteurs causaux qui sont évidemment l'âge, sur lequel on ne peut pas évidemment énormément jouer, ni non plus sur la génétique, qui a fait dire dans certains journaux médiatiques aux États-Unis que c'était bad luck pour en fait, l'âge et la génétique. Mais on peut quand même prédire et définir des populations à risque. Pour ce qui est environnement et causes sociétales, aujourd'hui on n'a pas de preuves directes, si ce n'est qu'elles peuvent en effet avoir un impact en particulier sur le non-accès ou l'accès tardif au PSA et donc entraîner en fait des maladies diagnostiquées plus tardivement et non curables. La maladie en elle-même, en fait, elle est pilotée par des anomalies génétiques. Le cancer est une maladie génétique acquise dans la tumeur. Et on voit qu'en fait, il y a une espèce de Game of Thrones qui apparaît dans la maladie. C'est-à-dire qu'au départ, certaines anomalies génétiques, comme les fusions de ERK, sont fréquentes. Et puis, peu d'anomalies du récepteur des androgènes. Puis, au cours de l'évolution de la maladie, il va y avoir une prise de la gouvernance par certaines mutations, par un mécanisme, entre autres, de sélection,
qui vont amener la maladie vers une maladie plus létale. Mais ça, en effet, de façon hétérogène pour les différentes maladies. Aujourd'hui, on schématise un petit peu, en tout cas en France, puisqu'en fait, cette vision des trajectoires évolutives, elle a pu être faite grâce au programme avec la carte d'identité des tumeurs et l'Institut national du cancer qu'on a lancé à travers le consortium international. On a pu définir 3 signatures. Une signature peu évolutive, une signature évolutive associée aux fusions de ERG, qui est un oncogène fusionné avec un gène sous contrôle du récepteur des androgènes, et puis une signature qui est ERG indépendante et avec des anomalies qui sont exclusives mutuellement, comme les délétions en discus sur le locus de Peyten et 5q, et une convergence, en fait, de ces deux voies, potentiellement avec des anomalies acquises vers des maladies plus évolutives qui vont conduire donc aux résistances thérapeutiques. Et en effet, il est intéressant de regarder ces 2 voies, et l'équipe d'Oxford, avec Dan Woodcott, a republié récemment, finalement, ces 2 voies en regardant d'une autre manière ce qu'on avait montré avant, et retrouve en effet une voie qu'ils ont appelée la voie canonique et la voie alternative, qui regroupe en fait cette trajectoire évolutive potentielle du cancer avec en effet la signature de ERG au départ qui est un élément essentiel. Alors en 20 ans, on a quand même beaucoup progressé puisqu'il y a des outils qui sont très performants, des outils moléculaires pour la prédiction, le diagnostic précoce avec des marqueurs identifiés, des signatures moléculaires d'agressivité qui sont au développement commercial, développement des biopsies liquides. Et puis il y a l'imagerie. Alors l'imagerie a pris un peu une place prépondérante en fait sur tous ces marqueurs aujourd'hui. Elle reste finalement la plaque tournante et la plaque centrale. Et un des inconvénients des marqueurs moléculaires aujourd'hui, c'est aussi leur coût, puisque évidemment ils sont difficiles à appliquer à grande échelle pour des raisons économiques face à une stratégie PSA-IRM. Donc en conclusion, on se retrouve dans cette situation, c'est l'objet de cette problématique du clinicien qui a parfaitement été présenté précédemment ce matin. Comment faire le diagnostic? Parce qu'on sait que diagnostiquer tôt, ça réduit le nombre de cancers avancés et donc de cancers non curables si on fait du dépistage ou du diagnostic précoce. Mais il y a un risque évidemment de surtraitement, et la position des patients à travers leur association pour ça est claire. Elle dit il faut supprimer quand même les 8 000 morts par an, mais éviter les 10 000, la contrepartie handicapés urinaires et sexuels, si on fait du dépistage. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette problématique, et elle va bien sûr être renforcée par l'intervention du professeur Hamdi. Le professeur Hamdi, en fait, est un neurologue, chef du service du département de sciences chirurgicales à l'université d'Oxford et investigateur principal de grandes études, dont l'étude PROTECT. Il faut une certaine résilience pour ce type d'études, puisque ce sont des études randomisées, donc à forte valeur, et avec un suivi sur 15 ans, donc on ne peut pas en faire énormément dans sa carrière. Le cancer de la prostate n'est pas une maladie que l'on peut observer sur une courte période. Voilà, je vous remercie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et d'abord, félicitations pour vos initiatives, pour les 3 organismes qui sont représentés aujourd'hui, ICA Ligue et ARC. Vous faites un excellent travail. Les patients de la prostate ont besoin de vous. La recherche n'a pas de frontières. Et donc, merci pour tout ce que vous faites, toutes les subventions que vous donnez généreusement. Je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui à Paris. Je remercie Olivier particulièrement pour son aimable invitation. Je me permets de vous parler dans la langue de Molière
et aussi la langue de mon cœur, au lieu de celle de Shakespeare. Mais comme je ne suis pas habitué à donner des conférences en français, je demande d'excuser mes fautes si j'en fais et si je trébuche sur les mots. Donc à Oxford, nous avons eu le grand plaisir d'avoir Olivier pour une période sabbatique. Et Olivier, je te remercie pour ta présence, ton travail et pendant ton séjour. Et hélas, touche à sa fin. Nous sommes tous désolés de te voir rentrer en France, mais je sais que nos liens, notre amitié qui de longue date va durer. Merci encore. Et vous voyez là, Olivier, on a dîné tous les soirs ensemble, comme ça, au collège Balliol, qui est mon collège. Alors, Olivier m'a demandé de vous parler du dépistage et de traitement. Comme vous avez dû remarquer dans la belle introduction d'Olivier, il est impossible de divorcer dépistage de traitement, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres cancers. Et je vais vous donner un petit tour d'horizon. Qu'est-ce qui s'est passé en 150 ans? Alors, au 19e siècle, le microscope est apparu et on a commencé à diagnostiquer le cancer de la prostate de plus en plus. Commençait à connaître. Rien ne s'est passé jusqu'au début du XXe siècle, mais il est évident qu'au début du siècle, les 50 premières années, tous les patients de cancer de la prostate se présentaient avec un stade avancé et souvent métastatique et en mouraient. Et donc Hagen et Hodges ont découvert la dépendance du cancer de la prostate avec le traitement hormonal. Au milieu du XXe siècle, la plupart, pas tous, la plupart des patients se présentaient avec un stade avancé et en mouraient. Et la radiothérapie et la chirurgie ont commencé à être utilisées. Mais pas beaucoup parce que les conséquences n'étaient pas très bonnes, les résultats n'étaient pas terribles. À la fin du XXe siècle, l'explosion du PSA et du dépistage en masse qui s'est fait sans organisation et une nouvelle terminologie qui est apparue et, pour le cancer de la prostate en particulier, c'est le surdiagnostic, le surtraitement, et qui est devenu prévalent. Et les approches multiples du traitement aussi se sont présentées, comme par exemple le traitement hormonal en plus de la radiothérapie. Et la curithérapie a démarré. Début du XXIe siècle, la robotique a envahi nos salles d'opération. La chimiothérapie s'est montrée efficace. Et les deuxièmes lignes de traitement hormonal aussi ont été découvertes. Qu'est-ce qu'on attend à la moitié du XXIe siècle? D'abord, une explosion de taux et de cas de cancer de la prostate qui vont augmenter de manière assez dramatique. Actuellement, 1,4 million, et dans l'étude du Lancet Commission qu'Olivier a cité, il est prévu que le nombre de cas va augmenter, va doubler de 1,4 million à 2,9 millions dans une ou deux décennies à venir. Les autres progrès qu'on a fait, c'est au niveau du classement, le classement pathologique en fonction de l'image du cancer de la prostate sous le microscope. Et donc, le Gleason qui a été découvert, qui a été développé dans les années 60, et où on a trouvé une grosse difficulté dans les risques intermédiaires, le Gleason 7 en particulier, donc qui a été maintenant reclassé en 5 groupes, mais on a encore des problèmes à définir le 6 comme un cancer et le 3+4, 7 aussi comme un cancer invasif. Et donc, il y a un problème ici de définition de la signification clinique d'un cancer qu'on détecte. Et ça, c'est très important et vous allez voir pourquoi. Alors, retournons aux sources. Qu'est-ce qu'un homme de 50 ans, angoissé par les médias, peut-être par son épouse, par sa famille,
qu'est-ce qu'un homme veut savoir à 50 ans? Un homme sain, sans aucun problème de santé. Il veut savoir s'il a besoin d'être dépisté pour le cancer de la prostate. Il veut savoir quel est le meilleur moyen de se faire dépister. Il veut savoir si ces tests sont fiables. Il veut savoir s'il a un cancer de la prostate, mais pas seulement s'il a un cancer de la prostate. Il veut savoir si ce cancer va le tuer. Donc il veut assez d'informations pronostiques. Il veut savoir si on découvre un cancer de la prostate pour lui, quel serait le meilleur traitement. Quels sont les avantages et les désavantages de chaque traitement. Et il veut savoir l'équilibre, cet équilibre de risque, ces compromis. Quel compromis faut-il faire entre l'efficacité du traitement qu'on lui propose et les effets secondaires qui seront les conséquences possibles de ce traitement. Donc, les années 90, on vivait dans beaucoup d'incertitudes. On vit encore dans certaines incertitudes, mais dans les années 90, c'était flagrant. Et ce qui était flagrant dans ces années-là, dans cette décennie, c'était d'abord qu'on n'avait aucune évidence scientifique que le dépistage pouvait améliorer la survie du cancer de la prostate et que les traitements non plus pouvaient améliorer cette survie ou la qualité de vie. Donc c'était des pressions énormes sur les systèmes de santé partout dans le monde, surtout dans le monde occidental. Les incertitudes à propos des meilleurs traitements, les plus propices pour chaque patient est différent, et les traitements, donc en particulier radiothérapie et chirurgie, n'avaient pas été comparés dans le contexte d'études randomisées. Et donc de nouveau sur-traitement, sur-diagnostic, mais aussi sous-traitement, parce qu'on voit encore en 2024 beaucoup de patients qui meurent d'un cancer métastasé de prostate. Donc le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas il ne faut pas dépister, il n'est pas il ne faut pas traiter. Le problème, c'est un problème de discernement, mais de discernement scientifique. Et dans les années 90, j'avais été à un séminaire aux États-Unis qui avait réuni beaucoup de chercheurs, beaucoup d'urologues. Et donc Don Coffey, qui est un géant de la recherche biologique, scientifique sur le cancer de la prostate, a déclaré en public, et ce qui a fait outrage, il a dit mes chers collègues, vous ne traitez pas le cancer de la prostate, vous récoltez des prostates. Il parlait de la prostatectomie radicale. Et quand on s'est rendu compte que traiter un cancer de la prostate n'était peut-être pas nécessaire, surtout quand il est dépisté, on a créé la surveillance active. Donc la surveillance active a été une réaction. Ce n'est pas un traitement qui a été inventé pour un traitement, ça a été une réaction contre le surdiagnostic du cancer de la prostate on s'est rendu compte que les traitements étaient excessifs. Et la situation a empiré, et avec l'étude PCPT, qui était l'étude du Phénastery, pour essayer de réduire le taux des cancers, d'émergence des cancers, et donc qui a été menée par Ian Thompson à Houston, aux États-Unis. Et cette étude ne sera pas connue dans 50 ans pour l'impact du Phénastery, elle sera connue pour ses données. Et ces données montrent qu'il n'y a pas de taux de PSA sous lequel on peut dire à un homme qu'il n'a pas le cancer de la prostate. Alors, il y a moins de 20 ans, c'était la conclusion qu'Ian Thompson avait fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, toutes les biopsies sont nécessaires et tous les patients ont besoin de traitement. Et la situation ne s'est pas améliorée. C'est-à-dire que dans un papier tout récent de novembre 2024, aux États-Unis, il n'y a que 33% de patients avec des grades 1 qui reçoivent ou qui ont une surveillance active qui leur est offerte. Et 8% des grades
2. Je ne parle pas de grade, je parle de la nouvelle classification des glycines. Olivier vous a parlé un petit peu des statistiques en France, je ne suis pas familier, mais c'est quand même assez inquiétant. Et ce qu'on oublie, et je vous parle en praticien, chercheur, mais aussi en tant que patient, parce que moi aussi, j'ai eu un cancer, pas de la prostate, et je sais ce que c'est d'avoir ce label, cette étiquette d'être un patient du cancer. Et donc, cette étude dont on parle peu, c'est une analyse de la qualité de vie chez les patients de l'étude scandinave randomisée qui avait comparé l'attente vigilante, donc le watchful waiting, avec une prostatectomie radicale. Et donc, ils ont comparé pas seulement les deux bras, mais ils ont pris aussi des cas des patients qui n'ont pas eu le diagnostic du même âge, qui ont une hypertrophie de la prostate ou qui ont autre chose, mais qui n'ont pas eu le diagnostic du cancer de la prostate. Ils ont comparé la qualité de vie entre les trois bras. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce n'est pas le traitement qui réduit la qualité de vie de ces patients, c'est le diagnostic, c'est de savoir qu'on a un cancer. Et donc, chaque fois qu'on fait un dosage de PSA, chaque fois qu'on introduit ou qu'on fait une biopsie de la prostate chez un homme qui est sain, on risque de donner à cet homme un nouveau passeport avec lequel il devra vivre une citoyenneté avec laquelle il devra vivre pour le reste de sa vie. Et ça, c'est grave. C'est grave si on ne s'en rend pas compte. Et je vous déclare, parce que je le sais, que la surveillance active n'est pas la solution idéale pour le surdiagnostic. Parce qu'on oublie qu'on a donné à ce patient une identité dont il n'avait pas besoin. Donc les questions sont simples. Est-ce qu'il faut introduire un dépistage? Et comment? Est-ce qu'il faut traiter? Et qui? Et donc, oui, bien sûr, il y a eu des études, pas beaucoup, bien menées, pas toutes, et qui ont donné beaucoup de données qui sont très intéressantes. Et on va en parler un tout petit peu parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais donc, il y a eu l'étude PLCO aux États-Unis sur le dépistage, qui n'a pas donné grand-chose à cause d'une contamination, surtout du bras de contrôle. L'étude de CAP, de dépistage en Grande-Bretagne que nous avons menée, un seul dosage de PSA, on en parlera. L'étude de dépistage en Europe, la France a participé, généreusement aussi. Et puis les deux études de traitement, SPCG4 et Pivot aux États-Unis. Et donc à cause de ces études, à cause surtout des études de dépistage européennes, dont vous avez fait partie, les États-Unis ou le US Preventive Task Force, qui est responsable, grand organisme de recommandation, a déclaré une recommandation de classement D pour le dépistage de la prostate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous aucune condition est-ce qu'il n'encourageait pas le dépistage de la prostate. C'est-à-dire, il disait, il ne faut pas faire de dosage de PSA, à n'importe quel âge. Alors, quelles étaient les limites de ces études que je viens de mentionner? D'abord, l'étude européenne a montré effectivement que le dépistage par dosage de PSA était efficace à réduire la mortalité, mais à un coût trop élevé de surtraitement. Donc, pas acceptable au niveau épidémiologique et pour dépistage de grandes populations. La PLCO, qui était l'étude américaine, a montré qu'il y avait une grosse contamination et que donc ça ne sera jamais possible d'avoir des données fiables de cette étude particulière. Les deux études de traitement, SPCG4 et Pivot, ont montré que les patients ne sont plus des patients que nous voyons aujourd'hui en premier lieu après un dosage de PSA
en consultation. C'était des patients qui avaient des stades plus avancés. La majorité n'avaient pas été diagnostiqués par un dosage de PSA. Les bras observation, c'était du watchful waiting, c'était pas une surveillance active. La radiothérapie n'avait pas été évaluée comme traitement. L'état de santé des patients n'était pas vraiment, les patients n'étaient pas très sains puisque 75% dans l'étude pivote étaient décédés pour autre cause que le cancer de la prostate. Et encore plus important, Olivier on a très bien parlé maintenant, c'est la diversité génomique qui a commencé à apparaître dans les dernières 10-15 années. Et puis, ce compromis entre l'efficacité du traitement et le prix à payer. Et le prix à payer est le diagnostic du cancer et les effets secondaires du traitement. Alors, nous avons été inspirés par certaines personnes, comme par exemple Jeff Chisholm, que peut-être certains d'entre vous vous avez connu. C'était un urologue et professeur de chirurgie à l'université d'Édimbourg. Et donc, tôt, au début de la découverte du PSA, qui commençait à se répandre partout, il a écrit cet éditorial dans le BJUI, ou qui était le BJU en ce temps-là, et il a dit qu'il est très clair que le débat ne peut pas être résolu sur le dosage du PSA parce qu'on n'a jamais eu encore, et c'était tout juste le début de l'étude européenne, on n'a pas eu encore d'études randomisées de dépistage, et on n'a pas eu d'études randomisées pour comparer les traitements. Et jusqu'à ce qu'on ait ces études et leurs données, on ne pourra pas résoudre le débat. Et donc, c'est un peu comme ça que l'étude PROTECT est née, après 5 échecs cuisants de subventions, 5 dossiers, dont un européen. Donc, on avait posé un dossier, une demande à la Commission européenne, 7 pays d'Europe pour mener une étude qui aurait été une étude PROTECT européenne. Et tout a échoué. Et puis finalement, en 1998, on a reçu des fonds pour pouvoir faire une étude pilote, d'abord, qui a réussi. Et après l'étude pilote, on a pu mener la grande étude. Et donc la grande étude a duré 10 ans ça a pris 10 ans pour le recrutement, 2 ans de pilote et puis 8 ans de recrutement et randomisation. On a pu donc dépister 82 429 hommes, dont 3 000 cancers, et des cancers qui étaient localisés cliniquement. On a pu randomiser 1643 en 3 bras, 545 en surveillance active, et des nombres égaux en chirurgie et en radiothérapie. Et le but était de savoir quel serait le taux de survie à un suivi moyen de 10 ans. Et comme deuxième, troisième point, endpoints, c'était les taux de métastase, et plus important encore, c'était les effets secondaires des traitements. Et donc, c'était les 3 options, mais le plus important dont je vais vous parler sur cette diapo en particulier, c'est le bras de surveillance active. Et il y avait 2 déclics dans ce bras-là. Le premier était un déclic qui nous interrogeait. Est-ce qu'il faut refaire le bilan de ce patient? Et refaire le bilan de ce patient, on n'avait pas d'IRM en ce temps-là, c'était refaire un toucher rectal, refaire des biopsies, peut-être faire un scanner, mais on n'avait pas l'IRM. Et le deuxième déclic, c'était que si les résultats de ce deuxième bilan n'étaient plus favorables, c'était de discuter avec le patient, de switcher, d'aller d'une surveillance active à un traitement radical. Et puis chirurgie qui était offerte en ouvert, pas en robotique encore, ça n'existait pas. Et radiothérapie était avec un traitement néoadjuvant hormonal.
Et en 2016, nous avons donc publié les résultats de suivi en moyenne de 10 ans. On a publié 2 papiers, un d'abord sur les résultats cliniques et l'autre sur les effets secondaires des traitements qui ont été rapportés par les patients eux-mêmes. Donc ce n'était pas les effets secondaires rapportés par les médecins, c'était par les patients. Et ça, c'était vraiment très, très puissant. Très puissant parce que ça a donné confiance aux patients après que les données qu'on avait étaient fiables. Alors, moi, j'étais profondément étonné parce que, biaisé au début, j'étais convaincu qu'après 10 ans, on aurait montré des avantages au niveau survie pour les patients qui recevaient le traitement. Et voici ce qu'on a trouvé. Donc, les 3 courbes qui étaient superposées, pas de différence, avec une grande survie de 99% en moyenne à 10 ans. Et pareil pour les causes de mortalité, autres causes que le cancer. Mais par contre, on a montré une différence, une réduction de métastases de 50% pour les patients qui recevaient un traitement radical pendant les 12 mois après le diagnostic. Et à cause de ces résultats, et d'autres résultats ont suivi, de l'étude européenne de dépistage surtout, le US Task Force aux États-Unis a changé sa recommandation de D à C. Et C, ça veut dire dépistage opportun, qu'Olivier a décrit. C'est-à-dire que le patient ou l'homme peut demander à son praticien de faire un dépistage et après avoir discuté des pour et des contre, prenez une décision, ce qu'on appelle le shared decision, c'est-à-dire une décision partagée entre le praticien et le patient pour faire un dépistage, oui ou non, mais pas au-delà de l'âge de 70. Et Olivier en a parlé un petit peu, quand entre les 2 recommandations, D à C, c'est vraiment très, très curieux de voir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que les présentations de patients avec des cancers métastasés aux États-Unis a augmenté. Et les cliniciens et les urologues étaient scandalisés. On dit, à cause de cette recommandation que vous avez faite, nous voyons plus de patients avec un cancer métastasé et nous allons perdre plus de patients et plus de patients vont mourir du cancer de la prostate. Et ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les taux de cancer métastasé ont augmenté effectivement, mais les taux de mortalité se sont stabilisés au mieux, si pas réduits. Et ça, c'est un phénomène très très curieux et je vais vous en parler parce que nous avons au moins une hypothèse. À 15 ans, nous avons aussi publié nos résultats et j'étais profondément convaincu qu'ayant vu la différence de courbe entre pour les métastases, c'est-à-dire une réduction de métastases, on aurait vu aussi une différence de survie. Et ça n'a pas été le cas. Ici, je veux rendre hommage à Jenny Donovan parce que aussi, dans un deuxième papier, nous avons pu rapporter et présenter une analyse de données d'effets secondaires rapportés par les patients de 12 ans avec un suivi de plus de 90%. Un travail remarquable. Alors ça, c'était à 10 ans et ça, c'était à 15 ans. Pas de différence. Et donc, j'ai présenté ces résultats à l'EAU et bien sûr, la réaction était que bien sûr qu'on a ces résultats parce que tous nos patients avaient des Gleason 6. Et donc, on n'aurait pas pu espérer montrer des réactions. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que je n'ai pas les montré aujourd'hui parce qu'on a déjà fait que dans ce papier-là, nous avons montré qu'au moins un tiers des patients avaient des Gleason de grade 2 et plus élevés. Pas beaucoup de grades à haut risque, mais en intermédiaire, au moins un tiers des patients en avaient. Au niveau métastase, même résultat. Même résultat, c'est-à-dire qu'une réduction de 50%. Et maintenant, je montre ces courbes à mes patients en consultation, les services fait de même chez nous, c'est-à-dire que je leur dis, si vous avez un cancer si vous avez un cancer de la prostate qui est soit localisé à bas ou grade ou grade intermédiaire, moi, aujourd'hui, je vous donne de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est que vous avez un taux de survie qui est très élevé,
jusqu'à 97%. Et je vous donne une autre bonne nouvelle, c'est que quel que soit le traitement que vous suivrez, que ce soit surveillance active, chirurgie ou radiothérapie, rien de ces traitements ne va affecter votre survie. Par contre, votre risque d'avoir des métastases sera affecté par le fait si vous attendez plus de 12 mois. Et c'est le patient qui fait ses choix. Et il fait ses choix d'après ses priorités. Et chaque homme a des priorités différentes. Qu'est-ce qu'il veut préserver? Est-ce qu'il veut préserver une qualité de vie avec un petit risque de 10%, une personne sur 10 qui va développer des métastases, mais pas nécessairement mourir du cancer, ou bien réduire ce taux de 10% à 5%, mais avec les effets secondaires du traitement. Alors, qu'est-ce qui arrive aux patients qui reçoivent une surveillance active? Ça c'est dans l'étude, ceux qui reçoivent une surveillance active, un traitement radical, 90-92% dans l'étude ont reçu le traitement. Ceux qui reçoivent la surveillance active, à 3 ans, à peu près 25% ont switché de surveillance active au traitement radical. À 10 ans, 55%. Et je m'attendais à un taux bien plus élevé à 15 ans. Et en fait, ça n'était que 61%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 40% des patients n'ont jamais reçu de traitement radical pour leur cancer. Et ça veut dire que 24% des patients n'ont jamais reçu de traitement du tout pour leur cancer. Et ça, ce sont des données qui sont très importantes que je montre aussi aux patients. Et ça les aide énormément à prendre leurs décisions. Alors, effets secondaires, au niveau angoisse, qualité de vie, pas de différence. Et j'espère que je vous ai convaincu que ce n'est pas le traitement qui change la qualité de vie surtout, et les angoisses, c'est le diagnostic. Au niveau fuite urinaire, comme prévu, c'est la chirurgie qui fait le plus de dégâts. Tout s'améliore, mais ne retourne jamais aux éléments de base. Radiothérapie, un peu, et surveillance active aussi un peu. Pourquoi est-ce qu'il y a dans la surveillance active des fuites? Parce que d'abord, il y a certains patients qui vont recevoir une chirurgie plus tard, mais aussi parce qu'on prend de l'âge, on devient vieux. Fonction sexuelle, érection, aussi pareil, chirurgie, radiothérapie à cause du traitement hormonal, chirurgie, ça ne retourne jamais vraiment au point de base. Et la même chose, tout se rejoint quand on a 75 ans, les choses vraiment commencent à se rejoindre, qu'on ait reçu un traitement ou pas. Donc, les messages de l'étude PROTECT, c'était quoi? D'abord, une très longue survie pour les bas risques et les intermédiaires à 15 ans, 96-97%. Les patients avec métastase ne meurent pas nécessairement du cancer de la prostate. Et ça, c'était un résultat qui est très, très important. Les patients qui meurent du cancer de la prostate ont certainement des éléments génétiques, pathologiques à l'intérieur même de la biologie de leur cancer qu'on a encore besoin d'identifier. Olivier en a parlé un petit peu et je sais qu'Ian Mills va en parler en plus. On a besoin de meilleurs moyens de stratification, de classement des cancers et ce point sur le dépistage qui a provoqué beaucoup de réactions quand j'ai présenté, et Arnaud est là au deuxième rang, aussi a posé cette question très légitime. Comment est-ce qu'on peut parler du dépistage quand on a une étude sur le traitement? Notre étude n'est pas une étude de dépistage, mais les données de longue survie qu'on a proposent au moins que le dépistage ne soutiennent pas le concept du dépistage de masse. Et finalement, les compromis sont servis par les données. Cette connaissance des compromis est servie par les données que nous avons produites dans cette étude. Alors, l'étude de CAP, donc c'est l'étude de dépistage qui a été accordée avec l'étude PROTECT, et c'était une étude opportuniste, c'est-à-dire que on a démarré avec PROTECT avant de commencer l'étude CAP, un seul dosage de PSA, et donc l'étude PROTECT est devenue l'intervention de cette étude parce qu'on avait randomisé, avant le consentement des patients, on avait randomisé les praticiens, pas les patients, mais les praticiens, entre dépistage ou pas de dépistage.
Et donc, on avait un bras contrôle qui était tout prêt et que nous avons utilisé. Et qu'est-ce qu'on a montré à 10 ans? Pas de différence de mortalité, mais un surdiagnostic très très clair. À 15 ans, par contre, nous avons montré une petite différence de mortalité qui était statistiquement significative. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que sur une population de 1000 hommes, avec dépistage, 7 hommes vont mourir du cancer et sans dépistage, avec dépistage, 7 hommes vont mourir du cancer. Donc la différence, c'est de 8 sur 1000 ou 7 sur 1000, avec aussi avoir raté le diagnostic pour un certain nombre de patients parce que à cause de l'imperfection du PSA. Alors, je vais terminer en vous parlant un petit peu de nos talons d'Achille dans le cancer de la prostate. Alors, Achille, que vous connaissez tous bien, avait un mauvais talon, avait reçu une flèche. Pour le cancer de la prostate, on en a deux. Et le premier, c'est la diversité génomique. Et le deuxième, c'est la signification clinique des cancers qu'on détecte. Et ici, c'est l'exemple de deux études qui viennent de nos équipes et une qui vient d'une équipe de Colin Cooper, aussi en Grande-Bretagne, et qui montre clairement que ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Et ça veut dire qu'il y a une évolution génétique, génomique, qui est encore très invisible et que nous devons poursuivre afin d'essayer de comprendre ce qui arrive après le diagnostic. Alors, notre équipe en particulier est concentrée pas au temps avant le diagnostic, mais après le diagnostic. Donc, c'est post-biopsie. Quand il y a un avion qui a un accident et puis qui fait un crash, tout le monde recherche la boîte noire, ce qu'on appelle le black box. La boîte noire, donc, c'est l'enregistrement de vol et beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce que on sait que cette boîte, si on la trouve, aura toutes les informations qui vont dire pourquoi est-ce que cet avion est tombé. Et chaque patient qui meurt du cancer de la prostate a, dans ses biopsies liquides, dans les échantillons de sang que nous prenons, peut-être dans les urines aussi, a cette petite boîte noire que nous devons chercher. Et donc, nous avons, c'est notre mission de notre équipe, en grande partie, c'est de trouver ces petites boîtes noires dans chaque échantillon du cancer de la prostate où le malade en est mort. Et on ne peut pas faire ces études sans avoir des biotech, mais pas des biotech qu'on a pris hier, des biotech qui ont duré 20 ans avec des patients qui sont morts du cancer et des patients qui ne sont pas morts du cancer, des patients avec des métastases qui en sont morts et des patients sans métastases qui en sont morts ou qui n'en sont pas morts. Et heureusement, nous avons bâti ces biotech avec l'étude Protect et nous espérons bien les utiliser. Et donc, Olivier a parlé de l'étude d'Anne Woodcock qui a déjà montré qu'il y a plusieurs phénotypes, plusieurs genres du cancer de la prostate et c'est très important. Et je suis absolument convaincu qu'on en a trois. On a le cancer qui ne va jamais se métastaser, qui ne va jamais progresser et ces patients n'ont pas besoin d'être diagnostiqués. Ils n'ont pas besoin de ce passeport. Ensuite, il y a les patients qui auront des métastases. Ils ont besoin d'être diagnostiqués. Mais ces patients ne vont pas mourir du cancer parce que les traitements vont marcher. Nous avons doublé le temps de survie chez les patients métastasés avec toutes les avancées que nous avons faites. Et puis, il y a un tout petit nombre de personnes qui vont mourir du cancer de la prostate et ce sont ces personnes qu'il faut cibler avant le diagnostic et après le diagnostic. Donc, si on retourne à la question de base, qu'est-ce qu'un homme de 50 ans veut savoir
à propos du cancer de la prostate. Est-ce qu'on peut lui dire s'il a besoin d'être dépisté? Non, pas encore. Est-ce qu'on peut lui dire quel est le meilleur test? Non. Est-ce qu'on peut lui dire si les tests sont fiables? Non. Est-ce qu'on peut lui dire s'il a un cancer de la prostate? Oui. Est-ce qu'on peut lui donner beaucoup d'informations sur le cancer? Oui. Est-ce qu'on peut lui donner un bon pronostic? Non. Est-ce qu'on peut lui dire quel est le meilleur traitement pour qu'il ne meure pas, qu'il ne souffre pas des conséquences du traitement ou du cancer? Pas encore. Est-ce qu'on peut lui donner les avantages et les désavantages de chaque traitement? Oui, grâce aux études qui ont été faites. Est-ce qu'on peut lui expliquer les compromis entre l'efficacité du traitement et les effets secondaires? Oui, aussi. Bien sûr, on a des grandes avancées. On a parlé de l'imagerie. Les risques polygéniques, on en a parlé aussi. Le PSMA, une révolution complète, surtout pour les stades plus avancés. Et les études qui sont en cours sur le dépistage, je vous en voyais beaucoup, les études les plus récentes en bas, qui viennent de démarrer, Presius et Transform, ce sont des études de dépistage opportunistes organisées. Ce ne sont pas des études randomisées. Et donc, il faut faire attention aux évidences que ces études vont donner avant d'arriver à leurs conclusions. Toutes les études veulent réduire le surdiagnostic et le surtraitement et améliorer le sous-diagnostic et le sous-traitement. Et donc, il y a des éclaircies et l'avenir n'est peut-être pas trop sombre. Le dépistage ciblé va arriver, j'en suis absolument convaincu. Les méthodes de diagnostic sont améliorées, l'IRM, l'imagerie s'est déjà introduite entre le dosage et les biopsies avec le ciblage. Le classement est en train de s'améliorer aussi. Le traitement focal, donc on a une grosse étude qu'on a démarrée l'année dernière chez nous pour mesurer les différences aussi, les compromis entre le traitement total de la prostate, le traitement radical et le traitement focal. On attendra les données. Et puis, ces attaques de multimodalité qui sont en train vraiment d'augmenter le taux de survie des patients avec ou sans métastase. On ne peut pas faire le travail que je vous ai décrit sans avoir une équipe fidèle, enthousiaste et dont je suis extrêmement fier. C'est notre équipe, le département de sciences chirurgicales à Oxford, et je vous laisse avec ce panorama du soleil qui se couche sur les anciennes flèches d'Oxford. Merci encore.